Moi, j'ai appris l'orthographe, j'avais 42 ans, j'ai vu la Légion étrangère défiler à la télé, et je me suis dit, pourquoi pas la Légion? Je suis allé là-bas. En réalité, il faut être juste. Ce qui fait partir les gens des entreprises, c'est l'injustice. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Stéphane Fritz, qui m'accueille dans ses bureaux à Gentilly, au siège de Guy Hockey, militaire dans une autre vie, entrepreneur dans celle-ci et épicurien dans toutes les autres. Stéphane Fritz, c'est le président de Guy Hockey, l'un des plus grands réseaux d'agences immobilières en franchise. Ensemble, nous allons découvrir un homme avec plusieurs vies qui adore les choix audacieux, les risques et qui n'attend pas que le train passe pour saisir des opportunités. Stéphane, bienvenue dans mon podcast et merci de m'avoir dit oui. Tu es mon deuxième invité. Quand on a échangé la première fois, tu m'as dit « moi, je n'accepte pas beaucoup d'interviews ». Donc, je te remercie d'avoir accepté pour Hors Cadre Média. Et je me sens très, très flattée. Donc, j'espère que tu es prêt à sortir du cadre avec moi. Avec plaisir. Merci Astrid, déjà, merci pour cette invitation. C'est pas que je ne prends pas beaucoup d'interviews, c'est qu'on a peu de temps pour ça, en réalité, et que, en règle générale, c'est dans le cadre de la communication du groupe, mais assez peu de... Puis, sans te mentir, on est moins sollicité pour ces sujets-là. Ah ben voilà, tu vois. Donc, je tombe à pic. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. C'est une question un peu signature. Si quelqu'un te rencontre dans un parc, sur un banc, comment tu te présentes sans citer ton métier? Stéphane, ça suffit. Enfin, voilà. Et puis, je découvre plus que je me découvre, je pense. Je pense que je découvre plus, c'est un peu l'essence même de mon métier, c'est de découvrir les gens avec qui, découvrir des talents, découvrir des cadres en reconversion qui souhaitent éventuellement rejoindre la marque. C'est mon travail de découvrir des gens. On recrute plus dans l'entreprise, ou alors dans le métier de la franchise, des cadres en reconversion qui veulent devenir des partenaires et changer de métier avec nous. On a plus l'habitude d'écouter que de parler de soi. Ben, tu fais un métier où tu rentres un petit peu dans la vie des gens, enfin même pas un petit peu, tu les accompagnes du début à la fin de leur processus d'achat. C'est très personnel. Alors déjà, dans notre métier, que ce soit le métier qu'on conduit, parce que moi je suis franchiseur. Moi, j'administre aujourd'hui, je pourrais administrer des gens qui font un autre métier que celui-ci. Il s'avère aujourd'hui que j'ai la chance de diriger le réseau Guy Hockey, qui est un réseau d'agents immobiliers en franchise. Qu'on adresse les clients finaux qui vont acheter une maison, et ce qui est très très engageant, ou qu'on adresse une personne qui va monter une boutique, ce qui est encore plus engageant parfois, hein, parce que c'est pas de l'immobilier, c'est pas de la pierre, c'est pas du sur, c'est de l'entreprise, donc c'est extrêmement lourd. Dans tous les cas, la première chose, c'est d'abord la confiance réciproque de l'un à l'autre. Parce qu'on ne se marie pas comme ça, en franchise, pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. On n'achète pas une maison sur laquelle on va emprunter 20 ans, 25 ans ou 30 ans, sans avoir confiance en la personne qu'on a en face de soi. Donc en fait, en réalité, la découverte de l'un ou de l'autre, elle participe de la confiance qu'on peut avoir de l'un envers l'autre. Tu m'as dit, j'ai vu aussi dans ton parcours, tu as commencé, je crois, ta carrière en tant que militaire. Comme mon grand-père, toi, tu as fait partie de la Légion étrangère, oui. Si je ne me trompe pas. C'est pas anodin quand même, la Légion étrangère, c'est quelque chose. Cette période, j'ai l'impression, marque un petit peu ta signature, Stéphane Fritz. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette période? Et également, aujourd'hui, en tant que dirigeant, j'imagine que tu as gardé certainement de très bons apprentissages qui doivent te servir aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce soit des journalistes ou en tout cas les gens que ça intéresse, de la Légion étrangère à la présidence d'un groupe, quand on n'a pas fait d'études, c'est sûr que c'est ce qui est impactant à dire, et donc c'est une histoire qui intéresse. Mais j'ai envie de dire un petit peu avant d'abord, un petit peu avant la Légion étrangère. La Légion étrangère, ça m'a structuré, d'accord? Mais les valeurs que je porte aujourd'hui au quotidien, c'est plus ma mère, c'est mes parents, c'est plus ça. J'arrive d'une famille très aimante, extrêmement soudée, et ça construit un homme plus que la structure. La structure, elle va construire le dirigeant, c'est-à-dire qu'elle va construire le dirigeant, c'est-à-dire quand on dirige des équipes, comment on peut être juste, mais c'est toujours empreint des valeurs des deux. C'est les valeurs familiales et en même temps que les valeurs de la Légion étrangère. Et la Légion étrangère, évidemment qu'elle
qu'elle m'a construite j'ai l'habitude de dire: «Ma main vaut signature». On voit pas ça tout le temps dans l'entreprise et dans les rapports d'entreprise, on voit pas ça tout le temps. On a tous des directeurs juridiques derrière pour baquer les négociations commerciales qu'il peut y avoir. Moi, ma main, elle vaut vraiment signature, c'est ce que j'apprends et ce que je transmets à mon fils. Ma main, elle vaut signature. Quand j'ai serré la main de quelqu'un, le droit derrière ne fera que ce que j'ai dit et ou ce C'est une sur quoi parole. je me suis engagé. Parce que je considère que c'est important dans la relation aux autres. Et combien de temps tu as fait au sein de la Légion? La Légion, j'y ai passé 7 ans. Enfin, j'ai passé 7 ans dans la Légion étrangère et ensuite je suis sorti. J'ai été consécutivement d'abord, patron d'agence, tu parlais de dirigeant, parce que là aujourd'hui moi je suis le président salarié d'un groupe qui ne Mmh. m'appartient pas, d'accord? Que je dirige et que j'ai la chance de diriger, qui m'a été confié par Philippe Briand, le président d'Arche, qui détient les marques La Forêt, Century 21, Nesten, Citia, Saint-Pierre Assurance et je crois encore beaucoup d'autres. Et donc il m'a confié les rênes de Guy Hockey. En revanche, j'ai été tout de suite après la Légion étrangère, pendant 15 ans, patron de ma propre boîte. J'avais des pressings, 5 ou 6, d'accord? Et puis, enfin 5 et une blanchisserie. Et ensuite, j'ai fait des postes de cadre pour arriver jusqu'à la présidence de Guy Hockey. On va revenir un petit peu dans ta jeunesse parce que je suis curieuse. J'aimerais savoir quel genre d'adolescent tu étais, enfin à l'école. Est-ce que tu étais plutôt à être tout devant la classe ou plutôt tout derrière? Ah bah non, tout derrière, j'ai fait 2 sixièmes et 2 cinquièmes. Déjà, c'est des classes qu'on ne redouble pas, normalement. C'est des classes où on dit, voilà, si on est présent, si on est présent, c'est une classe où normalement on passe de l'autre côté. C'est pas des classes qu'on redouble, on commence à redoubler à la troisième ou à la quatrième. Donc non, j'étais pas présent, du tout, du tout. J'étais pas copain avec l'école et donc j'ai pas été studieux à ce moment-là. J'ai Tu es pas... allé jusqu'au bac ou Ah non, non, jusqu'en troisième ou j'ai jusqu'à... terminé à la cinquième. Ah, tu t'es arrêté à Oui, la j'ai arrêté à la cinquième. cinquième. Après, j'ai fait un CAP en Ouais, candidat libre d'accord. d'apprêteur en nettoyage à sec, qui était le métier de mes parents. Ah, Donc, bah ouais, pressing. Voilà, d'accord. Ok, donc j'ai fait en ah oui, candidat libre, d'où... parce que même eux, ils n'ont pas voulu de moi. Donc non, j'étais pas le plus studio de la bande. Non, 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 c'est après que ça s'est organisé. Après la Légion. Après, Là où justement l'ordre contraire de désordre, on m'a expliqué que là, par contre, ici, il fallait faire tout ce qu'on disait. mais dans la Légion, tu es rentré... pourquoi? C'est toi qui as choisi Oui, ou... Ok. c'est moi qui ai choisi. C'était long de rentrer dans l'armée. Et 14 juillet 2000, non, 88, pardon. C'est il y a longtemps. Et donc c'est en 88, en mois de juillet 88, j'ai vu la Légion étrangère défiler à la télé et je me suis dit, bah, et pourquoi pas la Légion? Je suis allé là-bas, ils m'ont dit, Ok. faut y aller. Voilà. Et il n'y a aucune formalité administrative. Je me suis présenté à la porte du fort de Nogent et on m'a dit, bah, vous pouvez rester là si vous voulez. Être parti pour 7 ans. Et tu penses que, enfin, justement, tes professeurs ou tes parents, au vu de ton parcours scolaire, aujourd'hui, ils sont surpris, enfin, ils auraient pu imaginer... C'est ce qui est étonnant. Autodidacte et arrivé à la tête d'un grand groupe. Alors moi, du coup, on parle tout le temps de l'ascenseur social. L'ascenseur social en France, moi je ne vais pas dire qu'il ne fonctionne pas, il fonctionne. Et dans l'immobilier, il fonctionne. En franchise, il fonctionne. Dans l'univers des patrons de groupe, bah, il fonctionne puisque je suis là. Donc c'est que ça fonctionne. Donc j'en parle beaucoup à des élèves. J'aime bien aller dans les écoles pour en parler. Je l'ai dernièrement fait dans Graines de Bosse, Ah oui, où il y a beaucoup de patrons, et j'ai reçu beaucoup de messages, des SMS qui m'ont été envoyés. Merci, c'était pas une chance pour les patrons qui étaient en train de me regarder. Ils m'ont dit, c'est une chance pour nos enfants. On dit, ça donne espoir pour nos enfants. Voilà. Bon, ça fonctionne en tout cas, et oui, évidemment que ça interroge. Moi, j'ai appris l'orthographe, j'avais 42 ans, donc avec une assistante qui m'a interdit. Je lui ai dit, bah écoute, si j'écris mal, bah t'as qu'à écrire à ma place et puis on en verra. Elle a dit, non, 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 tu vas imprimer ton courrier, ton mail, là, tu vas l'imprimer, puis tu vas venir, puis elle m'a donné des cours sur la grammaire et l'orthographe. Et aujourd'hui, je lui suis redevable parce que je fais peu de fautes en réalité. Je vais encore en faire quelques-unes, mais très très peu en réalité. Alors qu'avant, je faisais une faute par phrase, voire deux par phrase. ah, mais c'est bien d'entendre ce genre de propos, tu vois, parce que bah, pour des gens qui ont des complexes ou quoi que ce soit, enfin, ou qui se sentent pas à leur place, bah, ça donne l'espoir, comme tu dis. Donc, c'est Oui, vraiment... Moi, j'aime beaucoup ton parcours et ce autodidactie que tu as. Je l'admire et je me demande aussi si, bah, du coup, elle a forcément pour toi été une liberté ou
Au contraire, tu aurais pu te dire, c'est une pression quand même supplémentaire pour prouver ma valeur au sein de mon parcours ou pas du tout? Non, 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 je crois que ça s'est fait. Après, ça se fait d'accidents de vie, hein, heureux ou malheureux. Enfin, ça se fait d'accidents de vie. Je pense que la qualité commune à ceux qui réussissent à partir de rien. Tiens, on va faire l'inverse. C'est moi qui posais une question. Ce Vas-y. serait quoi la qualité commune à tous ceux qui réussissent à partir de rien? Pour moi, ça serait la persévérance. Bah voilà. Donc Je voilà, bah, pense tu qu'il n'y a réponds que très la bien. Bah, c'est que ça. persévérance. En fait, c'est que ça. C'est Ouais. que alors il y a un autre truc derrière. Ouais. Je crois que moi je vais travailler avec mes équipes sur ce sujet-là parce que je m'aperçois qu'en ce compris à des niveaux élevés dans la hiérarchie dans l'entreprise là, à niveau élevé, c'est l'ego. Ah, Et l'ego, grand sujet. c'est destructeur. C'est destructeur et en même temps, quand le président Sarkozy qui pensait en se rasant, en même temps, s'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas non plus d'ascension forte. Parce que c'est aussi un moteur. C'est destructeur, mais c'est aussi un moteur. Donc c'est quelque chose qui doit se gérer avec un pied sur le frein. Il faut le laisser partir dans les moments parce qu'il va faire des choses qu'on ne ferait pas sans lui. Et puis il y a des moments où il faut le contenir parce que il peut être destructeur. Quand on n'est pas content, quand on est fâché parce qu'on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait, tout le temps qu'on passe à essayer soit de se venger, soit à contredire la personne, soit c'est le temps qu'on passe pas à se reconstruire. Et je pense que ça, les gens qui réussissent à partir de rien, ils ont cette force-là, à nettoyer derrière eux et à passer à autre chose. Moi, je suis pas un nostalgique et je nettoie très très vite ma déception. Et hop, Ouais, tu rebondis je me très remets en vite. mouvement très rapidement. Et ça, je pense, c'est un atout. C'est ce que je dis, encore une fois, j'ai eu cette discussion souvent avec des jeunes dans des classes. Et volontairement, je les shoot, et donc ils sont un peu vexés, et hop, tout de suite, on a l'occasion de parler de ça. Je dis, voilà, Ral, ce que tu viens de vivre et ce qui vient de se passer là, viens, on parle de ça. Ça, c'est intéressant. Et si j'arrive demain à faire en sorte que tu comprennes que ça se gère, alors je pense que je t'aurais donné un coup de main. Et pour le coup, à terme, pour longtemps. Après, il y aura toujours des strates, hein. Il y aura toujours des gens qui réussiront mieux, des gens moyennement. Et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de réussir, parce que Oui, ça les emmerde, ça c'est pas leur existe projet de aussi. vie. Chacun, il peut trouver. En tout cas, dire qu'aujourd'hui, pour reprendre le mot très à la mode, le patriarcat, Ah oui, c'est faux, c'est pas vrai. On peut faire plein de choses aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Faut-il encore le vouloir? Sinon, on a envie d'être un assisté à la vie. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie, et puis ils sont très heureux. Être heureux, c'est pas être président, hein. Être heureux, c'est suffire, hein. C'est pas être président, c'est pas une fin en soi, président, hein. oui. Je le redis, c'est un poste qui m'a été prêté, qui peut m'être repris demain matin. Enfin, ça va pas changer ma vie. Ça va pas changer ma vie. C'est ça l'idée. Donc dire ça aux jeunes, moi en tout cas, pour le coup, il y en a un que pas que je dirige, mais que j'éduque, c'est mon fils. Ouais. Et je lui demande de gérer son ego, d'être un peu plus persévérant, mais oh ben non, ben, je m'en fous, mon père me donne des ronds. Après, c'est peut-être l'âge. Quel âge a-t-il si c'est un adolescent? 25 ans. À Il 25. reste quand même brillant et je suis très fier de lui. Mais voilà, là aujourd'hui, lui, il a plus la difficulté de se botter les fesses tout seul, quoi. C'est plus difficile. Quelle est la décision professionnelle que tu as prise sur un coup de tête et qui a changé ta carrière ou un moment décisif Oh, je sais pas, tous les 15 jours. tous les... Je crois que mon équipe pourrait le dire tous les 15 jours. Non, mais Tous les 15 jours, je prends des des décisions décisions radicales. Ouais, ouais, je prends des décisions radicales. Mais c'est ce Par qui, exemple, la dernière, c'est c'était ma quoi? signature. La dernière, Oui, j'ai décidé de réorganiser mon codir. ok. Donc personne ne le sait encore d'ailleurs à ce stade. Ah, Mais je réorganise mon codir dès la semaine prochaine. je tiens une info exclusive. Oui, oui, il faut exclure. Ouais, non, je réorganise mon codir complètement. Donc D'accord. je change la donne parce que je considère que voilà, il n'y a pas une cohérence transversale suffisante, donc je réorganise. Voilà. Alors que je viens de le réorganiser il y a 3 mois, quoi. Ah ouais, Ouais, bah oui, puisqu'on a promu des gens sur la nouvelle année, là. On a promu des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre leur promotion, hein, mais en revanche, les responsabilités, les gens gardent leur grade, leur rémunération. Enfin, il n'y a rien des RH qui est mais par contre, je réorganise la fluidité de la production, de l'information et de la transversalité entre services. Ça m'est venu
par une sorte de tarte tatin, je me suis retrouvé avec 2 directeurs en vacances, une en congé maladie et je me Ah suis oui, retrouvé en face de mes équipes et ça m'a fait beaucoup de bien et donc quand ils sont tous rentrés, on a dit: «On réorganise». Voilà. ah bah, très bien. Donc le radical, c'est souvent. C'est souvent parce que je pense en plus que nous rentrons aujourd'hui et c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour ce qu'on va produire, c'est bien pour ce qu'on apprend, on rentre dans une ère avec l'intelligence artificielle et je pense qu'on est déjà même rentré dedans, dans une ère où c'est pas l'idée qui va être importante, c'est la rapidité d'action et d'application qui va être importante. Donc on a intérêt à rendre nos équipes agiles. Les startups nous avaient déjà pas mal bousculés sur ces, sujets-là dans beaucoup de domaines, dans les organisations d'entreprise et aujourd'hui, je pense que la rapidité, de production, de mise en application et les changements radicaux, assez fréquents, l'analyse du ROI et Ah. changer sa stratégie en cours de route, je pense que ça va être plus fréquent qu'avant. Voilà. Ça demande une énorme gymnastique en fait. Bah, Aujourd'hui, plus qu'avant, quoi. Enfin, moi, c'est ma force, donc il y a eu des temps avant où c'était une faiblesse pour moi. C'est qu'aujourd'hui, c'est mon tour, quoi. C'est que ma compétence première, elle devient un atout majeur dans ah. l'entreprise. Alors qu'avant, elle était une tare. Parce que moi, ils me prenaient pour une mouche dans un bocal. Et l'excité de service, alors qu'ils avaient besoin que d'une chose, c'est d'une stabilité dans l'entreprise. Parce que c'était ce qui était reconnu en termes de valeur d'entreprise. On valorisait quelque chose qui était stable, de long terme. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements qui vont se passer, tout le monde essaye de stabiliser d'ailleurs. Vous regarderez que tout le monde a envie de stabiliser les choses. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup trop vite. L'IA s'est invitée dans tous les pans des entreprises ou du perso. Et je pense que la place, en tout cas, aller vite et décider vite va devenir un atout pour un dirigeant. Toi, tu es ultra réactif, quoi. Moi, je C'est mets le vrai que pied sur le c'est. frein. Par contre, j'ai Oui, appris ça. C'est, ouais, on peut pas être, parce que sinon on est réellement une mouche dans un bocal. Et donc, ouais. faut faire attention à ça parce que ça reste une tare de décider à la va-vite. Moi, je travaille qu'en équipe. Je ne prends jamais de décision si d'abord je n'ai pas stressé auprès de mes équipes. Je ne fais pas ça seul, jamais. Je travaille toujours en équipe. J'ai l'habitude de dire que l'équipe prévaut sur les individus. Donc, je peux avoir une idée. Je viens la stresser dans les équipes et après, en revanche, si on réfléchit trop, je décide. Mais souvent, Oui, tu on... sais déléguer, enfin, bien En même temps, évidemment. Oui, d'accord. délégateur. Enfin, je dis C'est une bien, je spécialité. dis bien évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas Oui, déléguer, donc. mais c'est une vraie problématique, ça. Donc ça, un, je décide vite, et deux, je délègue énormément. Et je challenge mes idées. Je ne considère pas que j'ai raison. D'accord. Je challenge mes idées, et s'il y en a qui disent «Waouh, ça c'est super», ben, on y va ensemble. Donc, voilà. Et j'accepte les idées des autres, puisque c'est ce que je demande, c'est beaucoup plus d'autonomie, de responsabilité dans les services, et plus bas. Ouais, et puis la complémentarité des idées, enfin, Mm. ça permet de faire de très grandes choses. Hem, J'aimerais savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire leur état d'âme. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as remis un petit peu durant ta carrière, tu as eu des grosses remises en doute, ou même parfois tu t'es dit je déprime, tout simplement je déprime. Enfin, Alors là, déjà, je déprime pas du tout. jamais. Non, non. En revanche, je doute tous les matins. On n'a pas le temps de déprimer. Non, mais je doute tout le temps. Je suis jamais Ah oui, sûr. C'est pour ça que je travaille en équipe. d'accord. Je ne travaille pas, je ne considère pas que je détiens la vérité. Il y a pas Donc plus toute ta débile. carrière, tu as toujours été, enfin, t'as jamais eu, Je vais même je te sais pas dire, où je vais, ou je suis non, non, c'est perdue. pas je sais pas où je vais. Je considère que celui qui sait est un con. Ouais, Déjà, voilà, celui qui doute, au moins, est quelqu'un qui peut avancer, à mon sens, plus vite. Parce qu'on travaille en équipe. Moi, je travaille avec 50 personnes aussi. Je ne travaille pas seul. mm, Et j'ai pas des exécutants. J'ai 50 personnes qui réfléchissent et qui proposent des choses et qui ont des responsabilités chacun à leur poste. C'est des postes de cadre pour la plupart. Donc, non, non. Et est-ce que je doute? Ben oui, je doute. Évidemment que je doute. Tous les matins, je doute. Et heureusement. le doute permet quand même d'avancer, hein. Et est-ce il y a un échec qui t'a fait, plus qu'un autre, hein, qui t'a fait progresser, même sur le moment, t'as pas vu ça comme une chance, mais par exemple chez Guy Hockey. J'ai plusieurs échecs qui m'ont marqué. Pas techniquement parce que je m'autorise l'échec, donc je ne considère pas que c'est un échec, je considère que c'est un apprentissage.
Là où on est le plus touché, et c'est là où c'est plus difficile, mais il faut quand même le faire passer à autre chose, c'est les trahisons. C'est souvent quand on mise sur une personne et qu'on n'est pas au rendez-vous de la loyauté. En règle générale, quand il n'y a pas de loyauté, je débarque assez rapidement. Je bricole pas trop avec ça. C'est la seule d'ailleurs. C'est la seule chose que je n'excuse pas, voilà, et que je sanctionne. Voilà. En dehors de ça, par contre, on peut sanctionner la répétition d'une mauvaise chose faite, d'accord, mais par contre, qu'on fasse une erreur, c'est pas très très grave. On considère ça comme un apprentissage. En revanche, la loyauté à l'équipe, plus qu'à moi, à l'équipe, au projet, à nos clients, ça, par contre, c'est sanctionné avec énormément de force. Et ça, oui, ça peut être des échecs. Mais encore une fois, je continuerai de donner ma confiance aux gens. Je continuerai de le faire. Parce que cet échec-là, il traduit soit deux choses. Soit j'arrête de faire confiance, et donc je n'avance plus, mais je me protège, ce que je ne vais pas faire. Soit je continue de faire confiance et d'avancer, et je prends le risque de prendre des tampons comme ça. Et ceux-là, pour le coup, sont violents, parce que quand on donne sa confiance à quelqu'un et qu'on est trahi dans ce sens, ça c'est assez lourd. Et ça, dans l'entreprise, crois-moi, on en voit quelques-uns quand même. Et moi, j'en ai croisé quelques-uns. Et quelques-unes d'ailleurs. C'est vrai, j'aime bien parce que c'est pas forcément ce à quoi on va penser tout de suite et tu as totalement raison. Ouais, il y a que ceux qui bossent pas, qui ne font pas de mauvaises choses. Moi, je préfère au contraire, j'ai tendance à féliciter une initiative malheureuse. J'ai tendance à féliciter ça. Par contre, je veux qu'on le débriefe. Je veux qu'on le débriefe, qu'on sache comment ça s'est passé. Est-ce qu'on l'a mal vendu? Est-ce qu'on l'a mal produit? Est-ce que c'était au bon moment? Est-ce que c'était pas trop cher? Toutes ces raisons-là, je veux qu'on le stresse de façon à ce que la personne, de son échec, récupère une compétence. Voilà. Parce que l'échec, c'est une compétence si on sait l'analyser. Quand quelqu'un travaille avec toi pour la première fois, qu'est-ce qu'il remarque tout de suite ou... Que ça va aller vite, que les rendez-vous seront courts. Voilà. Il a peur, il fuit ou il reste... Non, je pense pas la peur. Au contraire, il peut être motivé. Je pense pas la peur. Ça peut être impressionnant, parce que déjà, c'est impressionnant rien que par le titre. Tu m'enlèves moi et tu mets quelqu'un d'autre à la place. Quand un stagiaire il rentre dans le bureau du président, il rentre dans le bureau du président. Moi-même, quand je vais dans le bureau de mon président, le patron du groupe Arche, moi aussi, je suis dans mes chaussons. J'arrive en costume avec ma cravate, je suis dans mes chaussons, je suis extrêmement préparé et je suis aussi impressionné. Donc ça, rien que pour ça, de titre à titre, on va dire, comme ça, évidemment que c'est impressionnant. Mais de l'autre côté, est-ce que la personne a peur? Je crois pas. Je pense pas, non. Non, je plaisantais, bien sûr. Ça reste bienveillant. En revanche, c'est rapide et très franc. Donc ça donne déjà le ton de ce que sera sa vie dans l'entreprise. Oui. Voilà. Avec toi, j'ai l'impression de toute façon, il n'y a pas de masque. Non. Et ça, c'est... Non. Je trouve que ça reste très très dur et très exigeant, mais c'est très très appréciable. Les chefs de service recrutent dans leur service, c'est à eux de faire ça, c'est eux qui font les fiches de poste, qui mettent en ligne, qui reçoivent des gens, qui les trient, qui font les entretiens, les deuxièmes entretiens, les troisièmes entretiens. Moi, ils passent chez moi que pour une seule raison. Et c'est assez marrant. Alors déjà, pour découvrir la personne, mais c'est pas à moi de la recruter, et c'est pas moi qui donnerai mon aval, sauf si ça se passe mal dans mon bureau, ce qui n'est jamais arrivé, jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais mal passé dans mon bureau. La seule chose que je dis, c'est la loyauté dont je parlais tout à l'heure, c'est on ne parle pas mal des gens dans l'entreprise. Voilà, si on est fâché avec quelqu'un, on va le voir et on lui en parle. Et il y a une anecdote qui est devenue une légende, et du coup, je n'ai plus ce sujet-là, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus, c'est un collaborateur qui a parlé en mal dans mon bureau d'un autre collaborateur. Je n'étais pas président à cette époque-là, j'étais directeur développement. Et il m'a dit, ouais, tu te rends pas compte, Eric, ce qu'il fait, c'est pas génial, c'est pas super. Et donc j'ai appelé mon assistante qui était juste derrière la baie vitrée, et j'ai dit, est-ce que tu peux m'appeler Eric, s'il te plaît? Donc Eric est venu, et j'ai dit, tiens, regarde, il y a... Alors Jean-Pierre, il dit ça de toi. Ok, comment ça, tu dis ça de moi? Donc ils ont commencé à s'engueuler dans mon bureau tous les deux. Et donc je leur ai dit, voilà, vous avez 10 minutes, vous allez ressortir de mon bureau, parce que j'ai du travail, d'accord? Et dans 10 minutes, vous me dites que tout est réglé, sinon je vous fous tous les deux dehors. Donc voilà. Efficace. D'une efficacité redoutable. Donc ça, c'est devenu une légende. Les gens savent. Donc déjà, ils ne me parlent plus. Ils continuent à parler de temps en temps sur le dos des autres, les uns entre les autres. Quand je chope ça, je sanctionne très très rapidement. Mais c'est hyper bien. Oui, et c'est important parce que ça veut dire que quand tu t'en vas de l'entreprise, personne ne parlera sur toi. C'est-à-dire qu'on va faire attention à toi. Et c'est ça. En revanche, ça nous autorise en réunion, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu as le droit de le dire. Quand il est là, tu as le droit de le dire. Vous avez le droit de vous chamailler, mais ça devient des débats d'idées.
Mm. des débats Des de querelles. personnes. Mm. C'est pas des choses de personnes, c'est de l'idée. Je peux ne pas être d'accord avec une idée, je vais la défendre, et c'est pas pour autant que je respecte pas la personne qui n'a pas le même avis que moi. Donc c'est ça que ça dit. Je dis, je vous préviens, c'est marrant, c'est le président qui vous le dit. Hein. Mais- Mais ce truc-là, c'est interdit dans la boîte, quoi. Bon, je pense que tu m'as déjà un petit peu répondu, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui t'énerve le plus au travail? La lenteur des décisions, ça m'insupporte. Des gens qui font des réunions, et qui réfléchissent. Donc ça se positionne plutôt juste en dessous de moi. Pas, au, Oui, je vois. pas très bas. Ouais. C'est souvent le comité de direction ou les responsables de service qui m'agace à pas décider. Ça m'agace très fortement. Ça arrive très très peu dans l'entreprise, et quand ça arrive, en général, ça bouge un peu. Tu prends des décisions très vite. Moi, j'adore ça. Mais du coup, avant de passer à la suite, ça me vient. Tu as acheté, j'imagine, déjà des biens immobiliers. Tu es du genre, je fais une visite, j'achète, ou non, toi, tu dois acheter tout de suite. Tu ne fais pas 5 visites, 10 visites, quoi. Déjà, j'ai fait des apparts Pinel, je suis en train de les vendre, je ne les ai jamais vus. Voilà. Ça, c'est la première chose. Okay. Mais bon, c'était un investissement, donc j'achetais plutôt de la oui. défiscalisation qu'un appartement en réalité. Et j'ai acheté une péniche, oui, j'ai acheté une péniche. Que tu as visité quand même. Alors j'ai visité, mais je n'allais pas l'acheter. Normalement, je n'allais pas pour l'acheter. Moi, j'habite sur le port de l'Arsenal, donc on voit les péniches d'en bas, et donc c'est plus un fantasme. Je me disais, j'ai envie de voir. Il faut la sortir au bout de 10 ans, l'anneau, tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas ce truc-là. Et donc, je suis allé pour voir, et j'ai fait l'offre le soir. Ouais. Et donc, je t'avais demandé qu'est-ce qui t'énerve le plus, mais au contraire, qu'est-ce que tu adores? Que tout roule. Que les gens qui te challenge. Ah ouais, j'adore ça. Mais d'ailleurs, j'ai que des gens avec des fortes personnalités autour de moi. Donc, j'ai un comité de direction déjà avec 6 ou 7 femmes, je crois. 6. Ah. Donc elle me challenge énormément, ça c'est sûr. Et pareil, j'ai un directeur général qui aussi s'oppose à moi, pas devant tout le monde, mais qui s'oppose à moi assez régulièrement. Et ça nous permet de réfléchir. Et c'est ça qui met en sécurité les décisions qu'on prend. Même si on les prend vite, ça met en sécurité parce qu'elles sont challengées. Voilà. Et elles sont pas, j'arrive pas, je me lève un matin, je dis tiens on va faire ça, puis hop on fait ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Et donc oui, ce que j'aime chez les autres, c'est le débat. Moi j'adore ça, le débat. Le débat, il peut être respectueux. Voilà. Et ça, j'aime bien. Ouais. Comment tu fais pour essayer de garder une harmonie entre ta vie personnelle et professionnelle? Ça, c'est la chose que j'arrive le moins bien à faire. C'est vrai que je suis très très pris dans mon travail, que je suis en vacances. Je suis parti en vacances 12 jours pour une fois, il y a quelques années de ça, et je crois que tous les matins à 9 h, il y avait un décalage horaire, mais tous les matins, moi c'était 16 h pour moi et 9 h pour l'équipe, ou l'inverse. Moi 9 h et eux, il était 16 h ici. Et tous les jours, pendant les 12 jours, j'ai fait des visios d'au moins une petite demi-heure. Et donc ça, c'est le lâcher prise. Parce que c'est pas parce que je veux à tout prix travailler, c'est parce que ce que je fais aujourd'hui, avoir la chance de piloter une cinquantaine de personnes, qui eux administrent 450 agences avec 2600 personnes, faire ça, avoir la chance, quand on a fait 2 6e, 2 5e, et être passé par la Légion, d'être à la présidence d'un groupe, quand on a ça, c'est pas un travail, quoi. Tous les matins, je me réveille et je me demande ce que je fais là, quoi. Donc, c'est une passion. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai du mal un petit peu. Comme l'addiction, on en parlait tout à l'heure, sur l'addiction aux écrans, au téléphone. C'est une addiction ou une passion. Mais j'ai pas l'impression de faire un effort. En revanche, c'est extrêmement poreux entre ma vie perso et ma vie pro, quoi. Donc, tu ressens, enfin, t'es jamais étouffé. Enfin, quand même, tu arrives à gérer. Oui, j'ai quand même. Tu prends beaucoup des de temps de vacances, pause. oui. J'ai beaucoup de temps de pause. J'ai des temps de pause aussi avec l'équipe. C'est pas vraiment les temps de pause de pro, mais on arrive à avoir. Il y a des moments assez festifs avec l'équipe également, où on prend du plaisir. Genre de séminaire dans ces des moments. séminaires, des after-work. Alors un peu moins en ce moment parce qu'on sort de crise, comme tu l'as rappelé, mais sinon, dans des moments un peu plus heureux, dans un moment un peu plus dense en termes de marché, on est un peu. C'est assez festif comme boîte. Voyant ton personnage, je peux imaginer. Tu verrais les personnages qui sont dans l'équipe, c'est pas mal non plus. Hein. Est-ce que tu aurais un conseil pour nous, pour dire comment tu fais pour arriver au travail, enfin, en étant très motivé? Je pense à quelqu'un qui a perdu sa femme ou son mari, enfin, ses parents, ou un divorce, etc. Enfin, on sait tous que ça nous mine le moral. C'est difficile de se lever
d'aller au travail. Est-ce que j'imagine que ça Un t'est tips arrivé? pour ça? Un conseil? Enfin, Non, non. pas pour les décès. Sur les décès, Non, enfin, ouais. si on perd quelqu'un d'extrêmement cher, moi j'ai perdu ma maman, elle était assez jeune, j'avais pas envie qu'on me console, j'avais envie de souffrir, ça la rendait vivante. Tu voulais un tips, Oui. quelqu'un qui dépose le bilan. Moi j'ai recruté des gens qui avaient déposé le bilan. Ils arrivent dans mon bureau, souvent, avec la tête un peu baissée, et avec plein d'excuses. Moi j'ai déposé le bilan 2 fois. Donc j'ai monté 6 boutiques, j'en ai fermé 2, j'en ai remonté 2, je les ai revendues, mais j'ai eu cette expérience de liquidation d'une entreprise avec une dette que j'ai dû payer derrière. C'est d'une brutalité forte, forte, forte. Alors quand on n'en a qu'une, et qu'on n'a plus de revenus, et qu'on a mis tout son pognon dedans, et qu'on ferme, j'imagine à quel point ça doit être difficile. Mais il y a une chose pour se reconstruire, il y a une chose importante pour se reconstruire, c'est se dire c'est de ma faute. Et où est ma faute? Si la personne m'explique que c'était la faute de Sarkozy, de Hollande, du marché, de son concurrent ou des collaborateurs qui l'ont quitté, c'est jamais vrai. C'est toujours la faute du taulier. Toujours, toujours, toujours. À un moment donné, il n'a pas sécurisé l'entreprise. À un moment donné, il n'a pas managé ses hommes. À un moment donné, il n'a pas formé. À un moment donné, il n'a pas mis l'argent de côté, lâché une grosse boîte. Pour tout un tas de raisons, c'est toujours la faute du taulier, un dépôt de bilan, de personne d'autre. Si on ne sait pas dire ça, se le dire à soi-même, si on ne sait pas dire c'est de ma faute, voilà où j'ai merdé, et qu'on ne débriefe pas, c'est impossible de se reconstruire. Ou alors on arrive dans mon bureau, ou dans le bureau d'autres, comme un loser. Et la loose, ça a une odeur. C'est une réalité. Et on se dit, j'ai pas envie, puisque ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc moi, je n'embauche pas ça. En revanche, quelqu'un qui me dit, c'est ma faute, j'ai fait que de la merde, et j'ai dépensé tout le pognon, et j'ai pas su mettre de côté au bon moment, et puis mes équipes, je les ai pas managées. Ah lui, par contre, je vais l'embaucher tout de suite. J'ai envie de l'embaucher tout de suite. Lui m'intéresse. Parce que je sais qu'on va pouvoir reconstruire avec, et son expérience mauvaise est forcément un atout de demain. Il va pouvoir dire au patron que je vais lui mettre en face de lui, mets de l'argent de côté, crois-moi, c'est important. Moi, j'ai tout perdu et c'est pas sans raison. Donc il sera forcément de bons conseils. Donc, s'il y a un tips à donner, il faut. Les fautes, c'est fort. De toute façon, il y a un truc. On ne peut améliorer que nos erreurs à nous, pas celles des autres. Donc, c'est le seul truc sur lequel il faut mettre le poids du corps, c'est comment je me reconstruis moi à partir de mes erreurs à moi. Et c'est ça que je peux changer ou améliorer. C'est un très bon conseil. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que l'échec dans les bilans, quand on met la clé sous la porte, etc., ça, on en parle très très peu parce qu'il y a une espèce de, je pense, de honte d'avoir pas réussi à maintenir la navire à flot. Entreprendre et avoir coulé, moi je trouve que c'est pas une honte. Bah ouais, mais on le dit pas. Enfin, ouais, au contraire. Je pense que les gens se cachent un petit peu, mais c'est très bien. Je trouve justement, honte, venant de ta part, c'est très bien de le dire. Ça. Et qui les grands experts qu'on entend tous les jours et qui font rien. Donc la honte est plutôt à cet endroit-là. Là. On les voit, on les entend. Bon, là, maintenant, on va passer sur la partie qui va parler que IMO, ta passion, hein, l'un des sujets favoris des Français. Je t'avais dit pour la petite anecdote, moi, j'ai fait 3 mois d'immobilier dans ma carrière. J'étais tombée vraiment sur un directeur d'agence terrible, terrible. Mais au moment de nous recruter, il nous avait dit cette phrase, vous allez voir, l'immobilier, tout le monde adore ça, on en parle partout, tout le temps, n'importe quand, à table. Et effectivement, je trouve qu'il a vraiment raison. Oui. C'est vrai, c'est un sujet qui passionne. Il n'y a pas de non-consommateur. Ouais. Et donc, on va commencer par un jeu qui est sympa, c'est le portrait chinois d'un dirigeant en immobilier. Oui, tu vas voir, c'est très chouette. Bah oui. Alors, tu es prêt? Oui. Si tu étais un type de bien, lequel serais-tu? Un appart haussmannien. Ok. Ah ouais, j'adore. Où ça? Au port de l'Arsenal, à Paris. C'est peut-être là où tu es déjà. Voilà, c'est ça. Oui, c'est déjà un haussmannien. J'ai envie d'être. Oui, c'est là où j'ai envie d'être. Oui. Si tu étais donc une pièce de ton appartement? Ah bah la cuisine. La cuisine. Ouais, la cuisine. Oui, clairement la cuisine. Puisque tu cuisines. Beaucoup. Qu'est-ce que tu cuisines? Le mieux. Un peu de tout. Maintenant qu'on a Instagram, Instagram, on voit des. Donc je vois. Alors bon, j'ai enregistré environ 8000 recettes et j'ai dû en faire 80. Hein. C'est ça énorme, la relation. Oui, c'est énorme. C'est ça la relation. Dès que ça me plaît, je fais beaucoup de légumes, beaucoup de poissons crus, beaucoup de viande. En fait, de tout, des gâteaux. Ça me détend souvent le week-end, parfois même la semaine. Mais après, j'ai
Je suis assez souvent dehors, mais ouais, oui, je cuisine beaucoup. Ouais. Si tu étais un, un projet immobilier un peu fou, mais avec toi, j'ai envie de dire complètement fou. C'est pas fou un projet immobilier en plus. Bah, Si, ça Haussmann, voilà, le Ah, baron bah, Haussmann, parce ok. que depuis le baron Haussmann, on n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est vrai. Quand je regarde aujourd'hui, quand je compare ce qu'on fait en ce moment, et pourtant j'ai une grande affection pour nos amis Mais promoteurs qui est-ce vont nous que... écouter, mais hmm, franchement, c'est... bah Je alors vais pas moi, le dire comme... avec mes mots, mais c'est un peu caca, quoi. Hein. C'est plus que C'est caca. moche, nos C'est plus trucs que tout caca. Parce que rectangulaires. moi, je vais le dire, franco-suisse et compagnie, je sais pas, ils n'ont Non, pas mais fait des haussmannien, études. il n'y a qu'à regarder l'architecture à Vienne, il y a l'architecture d'il y a 200, 300 ans. Mais comment ça se fait qu'on soit C'est arrivé c'est pour 200 ans, je pense. une baisse des coûts, enfin on fait des économies sur les matériaux. Comment ça se fait que ça soit aussi insipide? C'est vraiment, Je sais pas, c'est très très moche. je sais pas, et c'est très moche. Je me Donc, dis, il n'y a pas des designers voilà, refaire quelque chose d'existant et le rendre beau. Ah oui, voilà. Le Grand Palais, un grand hôtel haussmannien, l'avenue des Champs-Élysées, des trucs fous, c'est ça, c'est comment on rénove euh, Notre-Dame, voilà, une belle église magnifique. Enfin, quand on voit l'architecture d'avant, c'est extraordinaire. Moi, je passerais des journées entières dans des villes à regarder l'architecture. Mais là, une tour pointue avec du verre, Si tu étais donc un matériau de construction, ça peut être du bois, c'est très joli le bois, moi, j'aime beaucoup. Ça peut être le bois, la pierre, si tu étais une le maison de marbre, vacances, une hutte au bord de la plage. si tu étais un client compliqué, Ma sœur. Ma sœur, elle achète avec les 3 enfants, enfin, elle achetait avec les 3 enfants parce que maintenant ils sont grands. Elle achetait avec les 3 enfants et chacun choisissait sa chambre. La hantise de l'agent immobilier. Donc, ma sœur. diriger un réseau de franchisés, c'est diriger des entrepreneurs. Qu'est-ce qui, selon toi, fait, c'est la fameuse question du chasseur, un bon franchisé et un excellent directeur d'agence? Il y a 3 qualités fortes pour un dirigeant. C'est le côté commercial, il faut quand même avoir le nez fin, mais c'est pas la première. Le côté managérial, ça je pense que ça a beaucoup de poids, mais être un bon gestionnaire de boîte. C'est parce que la bonne gestion d'une entreprise, c'est pas neutre. J'ai envie de dire dans l'ordre, ce serait management, gestion et commerce. Et il faut maîtriser ces 3-là. Et on a une prépondérance de l'un ou de l'autre, les 2 autres s'apprennent. Mais il faut au moins avoir une des 3, quoi. Et donc, ce qui fait un bon patron d'agence, c'est une bonne gestion de l'entreprise et des coûts. Donc, faire bien attention aux coûts. Un manager, si on demande à être un manager, on peut être dur, directif, on peut être collaboratif. En réalité, il faut être juste. Parce que ce qui fait partir les gens des entreprises, c'est l'injustice. C'est pas la paye parce qu'on l'accepte au moment où on récupère le poste, c'est pas le travail parce qu'on sait ce vers quoi on va travailler, c'est l'injustice. C'est l'injustice du patron, une mauvaise décision parfois qu'on explique comme un peu douce, mais parce qu'on veut pas froisser les uns, on peut pas froisser les deux, donc on prend pas de décision. L'indécision et l'injustice, voilà. Et ça, ça fait pas un très bon patron. Donc à contrario, quelqu'un qui décide vite et qui essaie d'être juste fait un bon patron. Et il y a beaucoup de femmes dans votre réseau? 25%, et quand je suis arrivé, c'était 6%. Alors, pas que moi qui suis arrivé, hein. Ouais. Beaucoup sont arrivés en même temps que moi, et beaucoup ont composé. Moi, tiens, quand je suis arrivé, il y a 11 ans, j'étais directeur développement. Ensuite, j'ai été directeur général en 2019, 2020, président. Mais déjà, en 2019, quand je prenais la direction générale, déjà, le nombre de femmes dans l'entreprise avait évolué. C'était déjà l'ancien dirigeant qui avait initié ça. Et aujourd'hui, c'est 25% des femmes qui sont dirigeantes d'entreprise dans le réseau. Donc, on est très fiers. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres? 450 agences aujourd'hui, à environ 380 patrons parce que beaucoup sont multisites. Et on a dans tout ça, dans tous ces patrons-là, voilà, une centaine de femmes qui sont soit dirigeantes associées avec leur mari, avec leurs filles, avec leurs frères, Oui, avec en leurs famille. copines. Alors, on adore, nous, les binômes. Peu importe binôme, mais on adore les binômes. Qu'est-ce que tu dirais à une femme ou à un homme, peu importe, qui hésite à se lancer dans la franchise? Qui viennent nous voir parce que c'est un chemin long et c'est pas parce que je vais dire une phrase que quelqu'un va se lancer. Il faut qu'on vienne voir. Il faut venir rencontrer les gens.
il faut venir au siège, nous rencontrer, il faut venir un peu renifler les gens avec qui on va travailler. L'organisation et sentir un peu l'ADN de la marque, parce que moi je peux partir demain, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je pars demain, il va y avoir un autre dirigeant, en revanche il y aura peut-être la même équipe ou sensiblement la même équipe, mais il y aura surtout les mêmes patrons dans le réseau. Ça, eux, ils seront là, et l'ADN, c'est eux qui la portent. Donc il faut venir voir si on est en phase avec ça, déjà. Moi j'ai fait d'autres réseaux et les deux ne se ressemblent pas, et pourtant les deux sont en franchise, et les deux sont dans l'immobilier, et ne se ressemblent pas. Donc il faut venir voir. Il faut venir voir ce qu'on y trouve, ce qui va être complémentaire pour nous et ce qu'on va nous apporter à la personne. Voilà, c'est un long chemin, la franchise, c'est la rencontre de deux volontés. La volonté de la personne de venir vers nous, notre volonté à nous d'accepter de la prendre. Puisque quand on confie une zone à un franchisé ou à un candidat à la franchise, on lui donne la zone pour 5 ans, quoi. Donc s'il y fait des choses pas top, c'est la marque qui en pâtit, et moi je suis garant de la marque devant les 450 annonces qui sont devant moi. Donc on a aussi le devoir de bien choisir nos candidats à la franchise. Donc quand il faut nous appeler, il faut venir nous voir, et ensuite il y a un long chemin avant d'avoir une décision. Et tu as fait d'autres réseaux, et tu disais que chacun a sa signature. Chez toi, je crois que c'est la formation. Alors, chez vous, c'est hyper important. Tu places ça au cœur. C'est la formation, ça pour le coup, c'est nous, là. C'est l'équipe nouvelle. Voilà. Là, ça c'est de d'accord. 2018, ça. 2018-2019. Là, ça, c'est l'équipe nouvelle qui l'a mise, puisque c'est l'équipe nouvelle qui a initié le changement de modèle économique, qui a mis la formation intégrée dans le service, dans la redevance, qui l'a rendue disponible, non payante, enfin en tout cas payante par l'intermédiaire de la redevance, mais en tout cas il n'y a pas besoin de payer de façon supplémentaire pour former nos gens. Vous pouvez former 25 personnes, en garder que 2, les 25 seront formés. Et ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui on voit bien le législateur essaye de faire des économies partout, et les OPCO qui permettent de prendre en partie, pas totalement, en partie la formation de nos collaborateurs, qui laisse toujours un reste à charge au moins 1 500 €. Si je dois former 25 personnes à 1 500 €, fais le calcul, c'est intenable. Du coup, on se retrouve à ne pas former nos gens, et avec un turnover catastrophique dans ce métier-là. Tu disais que ton expérience était mauvaise, c'est normal, c'est d'une violence extrême que d'être envoyé face à des clients avec des choses aussi techniques et réglementées que l'immobilier, en ne sachant rien. Et on je suis arrivée sans formation, hein. J'ai appris, on m'a dit tu lis, voilà, les autres vont te former un petit peu, et puis sur le terrain tu vas apprendre à lire entre les lignes. Mais j'étais chez ERA Immobilier. C'est très drôle, hein, où des gens qui disent bon bah là il y a un lavabo, je pense que c'est la salle de bain. Là je vois un frigidaire, ça doit être la cuisine. Qui découvre en même temps. Voilà. Il y a une blague d'agent immobilier qui dit un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui en connaît un tout petit peu plus que son client. Ce qui est quand même un drame en soi. Donc il y a des gens pas formés sur le terrain en permanence et en grande quantité qui délabrent l'image de marque de l'agent immobilier. C'est une catastrophe pour nous. On met énormément de pognon, les agences elles-mêmes localement, sur des sites pour faire venir les gens vers eux, en communication, et en même temps on met en face des gens pas formés, qui viennent dégrader ce que vous êtes. Donc il y a quelque chose de totalement incohérent dans ça. Donc oui, évidemment, la formation, on a mis le poids dessus. Et aujourd'hui, on l'a fait il y a 5-6 ans, ça maintenant, et on est capable de dire qu'on a plus 25% de gens qui ont plus de 2 ans, c'est-à-dire qui vivent avec ce métier. On a plus de 54% aujourd'hui de gens qui ont plus de 2 ans. Donc cette mécanique-là a fonctionné, et on a endigué le turnover de moitié. Donc ça marche. Donc on en a la preuve, parce que ça fait 6 ans qu'on fait ça. On en a la preuve, et on a diminué de moitié notre turnover. On a augmenté le chiffre d'affaires par collaborateur, et surtout, on a une base de collaborateurs dans le réseau stable. Mais en plus, tu m'as fait visiter les locaux qui sont vraiment magnifiques. Il y avait des gens qui étaient justement en train de faire une formation pour un MBA. Vous proposez une palette de formation qui est quand même assez variée. Donc tu m'as dit l'IA, enfin vous êtes vraiment au goût du jour. C'est pas que de la formation pure immobilier, quoi. Oui, la formation, elle est à peu près pareille dans tous les réseaux. C'est-à-dire, on a une sorte de chronologie de la chaîne de production. On va
prospecter, on va trouver un vendeur qui veut vendre, donc on va faire une découverte de son besoin ou de son bien, selon les réseaux. Alors nous, on est plutôt concentré sur la personne plutôt que sur le bien. Ça change un tout petit peu la donne. Ensuite, on va lui présenter nos services, on va prendre un mandat, on va commercialiser le mandat, il va y avoir des acheteurs, on va faire des visites, des offres, et ensuite on va aller au compromis. Ça, c'est la chaîne. Globalement, c'est ça. Et avec une transmission de savoir qui est une semaine vendeur, vous partez un mois, vous revenez une semaine acheteur. Ça, c'est mécanique, et ça, on retrouvera chez tout le monde cette mécanique-là. Nous, on a changé un peu la donne, on a tout mis dans une plateforme d'e-learning. L'intelligence artificielle nous permet d'aller vite, de faire des contenus qui collent aux façons de consommer la formation et l'information, c'est-à-dire très vite, à l'image des reels de TikTok ou d'Instagram. On apprend même à faire on en parlait tout à l'heure, de la cuisine avec un reel d'1 minute 30. Et donc on a fait ça, on a mis toute notre plateforme e-learning, près de 300 modules aujourd'hui, qui sont des modules extrêmement courts et qui répondent à des questions, comme par exemple, si je t'apprends à faire un compromis aujourd'hui, tu viens dans 2 mois, tu dois faire ton premier compromis, il ne te reste plus rien de l'information, tu ne sais plus de quoi on parle. En revanche, si je te donne une plateforme d'e-learning sur laquelle tu vas dire comment je dois faire mon compromis, quelles sont les pièces dont j'ai besoin pour rédiger un compromis, comment je dois le faire, est-ce que je ne dois pas oublier, tu poses la question à ton téléphone et qui te répond, je viens de rapprocher l'apprentissage du geste et donc je crée la compétence. Donc la plateforme d'e-learning, tout ce qui est descendant, elle l'a, et ça laisse la possibilité, et on n'efface pas les gens pour ça, ça laisse la possibilité, en formation présentielle, de se mettre à l'essentiel, exactement l'essentiel. Et la raison pour laquelle on a beaucoup de turnover, c'est que la prospection de biens, la prospection de gens qui veulent vendre, c'est d'une très très grande violence. Déjà, on est très nombreux, on emmerde tout le monde avec ça. C'est d'une très très grande violence, donc il faut savoir le faire avec tact. Du coup, le présentiel est beaucoup plus centré sur des jeux de rôle, des mises en situation pour déverrouiller les gens. J'ai presque envie de dire, et en ce moment j'y réfléchis assez fortement, je pense que nos formations, en tout cas 1 ou 2 journées de la partie de nos formations, sont presque des cours de théâtre, pour pouvoir un peu déverrouiller les gens, pour que ce soit plus facile d'aller auprès des clients. Et ensuite, tout le reste, c'est un peu mécanique, la plateforme d'e-learning le fera, et puis des formations présentielles plus spécialisées. Donc même la méthode de transmission de savoir aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de ce que tout le monde fait, pour apporter quelque chose de vraiment différent. Ben, pour rester dans la formation, tu sais que moi je travaille sur le développement de la marque personnelle auprès des gens, dans un secteur qui est aussi concurrentiel que le tien, l'immobilier. Est-ce que tu penses que justement la singularité à travers ce qu'on appelle donc les personal branding est un avantage compétitif? La personnalité, elle est importante. De toute façon, si on pose la question à des développeurs de franchise pour savoir comment les gens nous ont recrutés et pourquoi les gens nous ont recrutés, je pense qu'on peut poser la question exactement de la même manière à quelqu'un qui achète sa maison, pourquoi il a signé avec Guy Hockey et pourquoi il a signé avec l'agence de telle ville. Pourquoi? C'est souvent la personne, hein. C'est rarement la marque, hein. C'est souvent la personne, elle a compris mes besoins, elle m'a accompagné, elle a répondu au téléphone le dimanche, quand elle ne savait pas quelque chose, elle me l'a dit très clairement, et en revanche, 2 heures plus tard, j'avais l'information, elle est assurée que c'était une information fiable pour moi, elle m'a enlevé tous mes irritants, je lui ai confié le numéro de mon banquier, elle a géré le crédit, elle a challengé avec un courtier, elle a eu des meilleurs taux pour moi. Enfin, je signe Astrid, je ne signe pas un agent immobilier Guy Hockey. Je signe Jean-Pierre, je signe pas un agent immobilier Guy Hockey. D'où l'importance d'être quand même présent, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je dis sur un réseau comme LinkedIn qui est B2B et parfois, enfin aussi quand même B2C pour moi, de s'exprimer, de prendre la parole en tant qu'expert sur son métier. Ça, c'est pas gagné, parce que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont propres à ça, puis d'autres plus difficilement. En revanche, les déverrouiller, c'est de ça dont je parle, c'est mon travail. C'est le travail d'un patron de libérer la personne. Si jamais je devais le traduire de façon caricaturale sur du chiffre d'affaires, je ne dois pas amener quelqu'un à faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, mon travail de manager, c'est de l'amener de le faire à 60 ou 80 000. C'est ça mon boulot. Sache qu'il va le faire. Je sais qu'avec ça, il peut vivre. Et donc, je vais lui faire ce métier-là. Voilà. Il connaît la chaîne, il sait. Après, s'il a envie de faire 300 000, c'est lui qui aura 2 téléphones, qui va être au téléphone en permanence, qui va prospecter plus que les autres, qui va travailler plus que les autres. Et il y a celui qui a 120 000, il suffira. Donc je le prends pour des chiffres, parce que c'est pour pas pour vous parler que d'argent, parce que c'est pas que ça, mais c'est caricatural pour expliquer. Celui qui décide, il y en a qui se suffisent, et encore une fois, être heureux, c'est suffire, on en parlait. Et puis il y en a qui vont, et puis on a l'habitude de dire, un bon
avec ou sans le manager, il est bon, hein. C'est ça l'idée. Donc le manager, il ne doit pas s'occuper des bons, il doit niveler son équipe par le niveau de son dernier et par son équipe de base. Ceux qui font quand même vivre l'entreprise. Et ça. Donc aujourd'hui, tout le monde dans l'équipe ne sera pas capable d'être leader, charismatique, présent sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne Non, fera pas ça. non, mais on voit que, enfin, aujourd'hui, on voit que tout type de métier prend sa place sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok et quand tu vois que la concurrence est quand même folle un peu partout, ça peut évidemment, un très très bon n'aura pas besoin de ça. Celui qui a déjà tout son réseau, ça fait 20 ans qu'il travaille, etc. Mais ça peut être un plus, moi je pense Le personal également. branding, Ouais. évidemment, mais nous on pousse à ça. C'est la raison pour laquelle une Qui va franchise. aussi avec la marque employeur, hein. Mais c'est ce qu'on fait, Ouais. pour le coup, on a toute une équipe de communicants, qui soient d'interne, local ou externe. En communication externe, c'est la marque dans son entier. Local, c'est la mise à disposition de personnes pour travailler sa communication locale. Et l'interne, c'est toute l'animation du réseau, de ses collaborateurs, de ses patrons. Et donc, évidemment qu'on fait ça et qu'on met à leur disposition. Et c'est ça la force d'une franchise. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un service communication dans une agence de 4 Ouais. personnes. C'est qu'aujourd'hui, on met tout ça à leur disposition. Mais encore une fois, quand on regarde les personnes, Oui, les personnes-là qu'on a en bas, tout le monde n'aura pas bien une sûr. appétence forte. Alors beaucoup vont, on en parlait tout à l'heure avec l'IA, en off, on en parlait tout à l'heure avec l'IA. C'est que eux, on va leur préparer des postes, on va leur préparer de quoi occuper, on va automatiser ça, donc ils vont être présents sur les réseaux sociaux. Mais il y avait Google qui n'est même pas ce qui était dupliqué. L'IA aujourd'hui, euh, on parlait de choses clivantes et tout. En réalité, je pense que demain, et c'est la revanche de la vérité sur la com pour de la com, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est moi je prends mon micro et je fais des erreurs, quoi. L'authenticité, c'est la vérité avec laquelle je vais parler aux gens. Et l'authenticité, je pense que c'est vraiment le critère que vont prendre les IA comme en compte. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et non pas une mauvaise. Même si l'IA va sur-automatiser, plus encore que les algorithmes avant. Là, je vais poser une question, je pense qui va intéresser beaucoup de monde, notamment les entrepreneurs, les indépendants, qui marchent bien, mais qui sont encore au début, enfin, disons à 2 ans, 3 ans d'exercice. Qu'est-ce que tu dirais aux banques qui refusent d'accorder des crédits? Je ne vais pas tirer sur les banques, même si on pourrait le faire, et qu'il y aurait matière à. Et je crois qu'elles se tirent déjà dessus suffisamment, elles n'ont pas besoin de nous. En revanche, elles ont fait quelque chose d'intelligent, toutes les banques. Voilà, moi je travaille beaucoup avec le LCL, un peu avec la BNP, et un peu avec la BNP, et beaucoup avec le LCL, avec les pôles franchises. Ils ont fait des pôles franchises, et ces pôles franchises sont allés voir nous, les franchiseurs. On a joué en transparence en disant, voilà, nous de temps en temps on peut avoir des défaillances, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que souvent, on a un service développement qui va venir racheter l'agence, et donc on a assez peu de défaillances. Et qu'on a aussi en interne un service d'animation qui, dès qu'on a une facture impayée, va venir voir l'agence pour voir si on ne peut pas valoriser l'agence, si c'est pas plus grave que ce qu'on vient de voir. Donc on vient beaucoup accompagner nos agences, on vient les accompagner dans les moments difficiles, et on a la possibilité éventuellement de les sauver vis-à-vis de leur banque, parce que si on dépose, le vrai sujet, c'est ce qui me reste à payer, hein. Donc comment on peut... Donc on a assez peu de défaillances en réalité, et si jamais une activité est sinistrée, c'est vrai dans pas mal d'activités, pendant des temps donnés. Il y a des activités qui n'ont pas les mêmes niveaux de défaillance selon selon le marché sur lequel elles sont. Et les franchises, les pôles franchises des banques, et en ce sens c'est intelligent, elles nous comprennent nous. Elles vont pas payer, elles vont pas donner de crédit à l'immobilier. En revanche, elles vont donner à Guy Hockey D'accord. ou à d'autres marques structurées. Et donc elles vont dire parce qu'on connaît l'accompagnement de la marque et donc on sait qu'il y aura beaucoup moins de défaillances. Donc on limite le risque. Et en ça, elles ont été intelligentes. Sinon, demander à une banque qui vous regarde à l'aune du pognon d'être intelligent, ça marche pas. ça, ça marche moins bien. Non, et puis en plus, c'est le calcul de risque. Eux, ils sont garants du pognon que les gens leur donnent aussi, hein, donc Ouais. je vais pas tirer dessus. Non. Pour rester dans ce contexte, vu la conjoncture actuelle pour des jeunes, parce que ça c'est un grand sujet, les jeunes avec l'immobilier, quel conseil tu leur donnerais à eux? La même chose que l'avocat de Ray Kroc quand il a monté McDonald's. Voilà.
L'immobilier, l'immobilier, l'immobilier. Une entreprise aussi riche que McDonald's, elle est devenue riche par l'immobilier. L'immobilier, ça reste une structure forte, durablement porteuse. Et si vous ne le faites pas en tant qu'agent immobilier, faites-le au moins pour vous en tant qu'investisseur. Mais l'immobilier, c'est ce qui construit durablement des gens. Et quand on a peu de ressources financières, moi par exemple, je dis souvent, achète un parking. Le parking, c'est bien les parkings. C'est de l'immobilier. Ça reste de l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est de la pierre, c'est quelque Ouais. chose de dur et sur lequel, voilà, une fois que c'est payé, ça rapporte. Et ça permet de temps en temps de se sortir d'affaires, d'avoir payé, de revendre des murs qu'on a achetés, Ouais. de ne pas mettre à fond perdu. Donc évidemment qu'il faut d'abord pouvoir le faire. Évidemment qu'il faut pouvoir le faire. Mais donc ça veut dire que c'est aussi un métier dans lequel on acquiert un professionnalisme qui nous servira demain quand on pourra le faire. Donc l'immobilier, ça reste évidemment une branche forte. Mal formé, et ce qui m'agace, mais en revanche, oui, mal formé à mon sens, en tout cas dans le panel large, donc ce qui m'agace vraiment fortement, et en plus c'est pas vraiment la dynamique que donne le gouvernement. Lui, je crois qu'il préférerait encore libérer encore plus la formation et qu'on ait besoin de moins de formation pour pouvoir faire des métiers aussi réglementés que ceux-là, dans lequel on va gérer Tracfin, dans lequel on va gérer la discrimination, la réglementation, la rénovation énergétique. Enfin voilà, on gère tellement de choses autour d'une transaction que je pense qu'on devrait limite être réglementé et avoir un ordre qui puisse contrôler les agents immobiliers, un peu à l'image de ce que font l'Amérique du Nord ou le Québec, où nous nous installons le mois prochain. Donc Ah oui? voilà, ouais, où c'est très très réglementé. Et moi je rêve de ça, qu'on encadre mieux pour le client en réalité, hein, parce que tout ce qui oblige un professionnel protège un client, hein. C'est à ça que ça sert, hein. Non, On mais voit c'est bien génial parce que ouais. j'imagine que là-bas, il y a déjà de l'existant. Enfin, ils auraient pu prendre des marques. Ils voulaient une marque française. Ah, Ça, on a eu cette chance-là. Ils voulaient une marque française. Ce sont deux Français ouais. Ah oui. qui ont émigré au Québec, qui ont passé 13 ans, je crois 13 ans. Ils sont naturalisés. Ok. Ils nous ont expliqué d'ailleurs, raconté cette histoire très émouvante de la naturalisation québécoise, hein, de la prise de la nationalité québécoise. Et donc on s'est rencontrés assez rapidement. Ils nous ont téléphoné, je crois, au mois de janvier. On leur a dit, écoutez, on est en convention au mois de mars, on se verra au mois de mai. Ils ont dit, non, non, on est là en février, on arrive. Donc ils se sont retrouvés un mois et demi plus tard dans mon bureau. Et on a été obligé au mois de juin d'aller les voir à Québec. Et on est allé prendre la température. On a passé des très bons moments. Je pense que voilà, la confiance était réciproque et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et on ouvre, là ils ouvrent parce que c'est très long l'ouverture, c'est pas comme en France. C'est très très long, il y a beaucoup beaucoup de contraintes réglementaires. Et là, ils ouvrent au mois d'avril et inauguration au mois de septembre. On est très très fiers d'aller mettre un pied en Amérique du Nord. On leur souhaite beaucoup de succès. C'est une très bonne nouvelle, même pour vous. Je suis très contente. Ouais. On va bientôt finir cette interview. Si tes amis les plus proches devaient rédiger ta fiche de présentation, qu'est-ce qu'ils mettraient dans ta rubrique travaux à prévoir? Tes amis. Ouais. Faut renforcer les freins. Travaux à prévoir, renforcer les freins. Il est fatigant. Voilà. Quand tu seras à la retraite dans très 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 longtemps, Oui. qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne sais pas si j'irai à la retraite. Ah. Ouais, je pense. Ou alors si j'irai à la retraite, je pense au sens propre du terme. Je pense que je m'occuperai toujours. Ce que j'aimerais faire, c'est du conseil. Et peut-être gratuit même, dans des écoles, chez des jeunes, on aura un peu reculé, ou on en parlait tout à l'heure au début. Transmettre, c'est ce qui est quand même plus joli. Hein. Ouais. Transmettre, c'est quand même ce qu'on a de plus joli. Et donc, oui, j'aimerais bien continuer de transmettre, même gratuitement. C'est pas le sujet, le sujet ne sera pas dans l'argent, mais même gratuitement transmettre à des jeunes en difficulté ou peut-être accompagner des entreprises en difficulté. Ça ne sera pas gratuit par contre, mais ça peut être le cas. En tout cas, je voudrais faire du conseil. Ouais, du conseil. Mais pas tout de suite, hein, c'est pas le moment. Hein. Non, tu es tout jeune. Je ne me projette pas. C'est loin la retraite. Mais je ne me projette pas dans ça tout de suite. Oui. Oui. Alors, écoute, on a terminé, mais avant de se quitter, moi j'aime bien faire des petites surprises, j'adore offrir, et des petits clins d'œil. Donc, j'en ai trouvé un. Donc, ça fait forcément écho avec la personne que j'ai invitée sur Orcade Media. C'était pas facile. En fait, j'avais une idée très précise en tête, mais finalement, ça s'est avéré particulièrement compliqué. Mais j'ai trouvé. Ah, c'est super gentil, ça. Un cadeau, on n'a pas l'habitude d'avoir des cadeaux. Ah ouais, regarde, en plus c'est bleu. J'ai bien choisi. Je me suis dit, on va ton sur ton. Bon, voilà.
Le gars qui prend pas le temps de... Non, non. Ah, génial. Un Lego. C'est un Lego? J'ai dû mixer, donc avec un petit peu d'imagination parce Ah, que mais j'arrivais mes pas à cheveux, trouver. Par contre, ils me ressemblent pas beaucoup. Hein. Alors, Merci beaucoup. c'est un Lego, donc un petit clin d'œil pour la Légion étrangère Ouais. et le casque, l'immobilier. L'immobilier. Voilà, le La casque. construction. Je me suis dit qu'à l'époque, tu avais une chevelure un peu plus longue. Oui, C'est pour la femme qui est en non, toi. pas la militaire, non pas trop. Non, la militaire n'a pas les cheveux longs. Et d'ailleurs, c'est resté encore maintenant. Et... Ah oui, bah non, certainement pas. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à c'est un toi moment, de m'avoir sympa. accordé ce podcast, cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Oui, oui, ça m'a plu énormément. C'est pas facile de discuter de ça, mais en tout cas, c'est un exercice sympa. Super. Merci beaucoup. Merci Astrid. Stéphane.